Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Et de retour avec une nouvelle vidéo sur les ADC, les convertisseurs analogiques numériques dans le DSP. Le DSP sur lequel on a l'habitude de travailler, il contient plusieurs ADC et ces ADC sont utilisés pour convertir des signaux analogiques vers des signaux numériques. Donc sans trop tarder, on va passer dans un premier temps sur le datasheet. On va regarder dans le datasheet les périphériques qui sont connectés avec les ADC et par après on va entamer une partie, toute une partie théorique qui consiste à expliquer les ADC et faire un survol un peu détaillé. Et peut-être que je vais fractionner ce tutoriel sur deux parties. Une première partie ce qui concerne la partie théorique d'explication et une deuxième partie qui consiste à tout ce qui est travaux pratiques et mise en service de ces ADC. Donc je vous ai parlé des ADC. En fait les ADC dans ce DSP là de Texas Instruments, il est là en fait. Et ce bloc là de ADC, il s'intitule 16 x 12 bits ADC x 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 ADC qui peuvent être configurables soit en 16 bits soit en 12 bits. On remarque ici que ce groupement là ou ce rectangle là, il est connecté avec un autre bloc qui s'appelle Analog Mux. Et ce Analog Mux est aussi connecté avec d'autres périphériques analogiques qu'on va voir après. Donc le plus important c'est que ce groupe d'ADC contient 4 ADC A, B, C, D et ces ADC sont connectés avec ce Analog Mux et sont connectés via les pins analogiques sur la carte. Ce schéma là c'est le schéma fameux, c'est le diagramme bloc qu'on a l'habitude de expliquer chaque fois qu'on entame un nouveau périphérique. Et c'est très important de savoir ces informations parce que c'est là où tout commence, quoi. Donc dans la deuxième partie de la documentation, à savoir le user guide, le fameux document, le technical reference manual, donc il y a un chapitre qui est dédié pour les ADC, c'est Analog Digital Converter. Et dans ce chapitre-là, on trouve toutes les informations dont on a besoin pour configurer ou mettre en route un ADC. Donc, dans le schéma que vous voyez là, sur le datasheet, donc il y a l'organigramme global d'un ADC. Bien entendu, il y en a 4. Et chaque ADC, il est pareil, quoi. Ils sont pareils. Et du coup, je vais expliquer celui-là et ça sera pareil pour les autres. Donc là, comme vous voyez, il y a deux grands blocs. Le premier s'intitule Analog to Digital Core et le deuxième s'intitule Analog to Digital Wrapper Logic. Donc c'est quoi la différence? C'est quoi le rôle de chacun? C'est ça que je vais expliquer maintenant. Donc ça, c'est le premier bloc. C'est le bloc qui contient le convertisseur et qui est divisé en deux grandes parties. Une partie qui consiste au convertisseur et une partie qui consiste à l'échantillonneur bloqueur. Donc l'échantillonneur bloqueur contient un interrupteur et suivi d'une capa de charge qui va stabiliser le potentiel à l'entrée de l'ADC, et après l'ADC qui va prendre ce potentiel là à son entrée et elle va le convertir et elle va le stocker dans le registre de résultats. Bien entendu, vous remarquez ici qu'il y a 0 jusqu'à 15 et on verra après pourquoi il y a 15 registres. Ça, c'est le plus important en fait. Pour échantillonner un signal analogique, il faut passer par deux étapes. Une première étape ça consiste à prendre des échantillons de ce signal-là. Et la deuxième partie consiste à donner c'est-à-dire un équivalent numérique à ce potentiel-là qu'on a échantillonné dans l'échantillonneur bloqueur. Donc là, vous voyez que cette première partie-là, elle est connectée via des entrées analogiques qui sont de 0 jusqu'à 15. Et ce sont des entrées analogiques qui passent à ce circuit-là, qui peut être soit configuré en simple, c'est-à-dire qu'on prend cette entrée-là et on va le passer aux ADC, soit en différentiel, parce que vous voyez ici, il y a un VN+, il y a un VN-. Donc on peut échantillonner une tension différentielle via ce ADC-là. Après, il y a tout le référence voltage pour l'ADC, c'est-à-dire la plage de référence. Par exemple, si on fait VRF low à 0 V, c'est-à-dire que le 0 V va correspondre à 0 en hexadécimal. Et si on met la VRF en high, c'est-à-dire que la tension maximale VRF, on va dire, s'il est par exemple à 3.3,
Donc le convertisseur, il va la convertir en 4095 s'il est configuré en simple, et il va la convertir en 65535 s'il est en différentiel, suivant la configuration qu'on choisit. Ça, ce qui concerne la première partie du convertisseur. La deuxième partie, il contient un bloc qui s'appelle Analog to Digital Wrapper Logic, et ce bloc-là, il va permettre la définition des entrées analogiques qui sont là. Il va définir le temps qu'on va attendre pour que cette capacité va se charger, et il va définir aussi le signal de trigger, le signal qui va déclencher la DC. Donc le trigger, ils sont là, ce sont ces signaux qui viennent du triggerage. Le ACQPS, c'est le temps, c'est un registre qui est dans le datasheet. Si vous regardez ici dans les registres, vous allez trouver que c'est une manière pour définir le temps de retard qu'on doit attendre pour que cette capacité soit suffisamment chargée. Et le channel, c'est-à-dire quelle entrée analogique que je vais convertir. Celle-là ou celle-là, ainsi de suite. Après, pour chaque entrée analogique, en fait, il y a 16 entrées analogiques et il y a 16 socs. Vous voyez ici qu'il y a de 15 jusqu'à 0. Et ici, il y a des pointillés. Donc, chaque soc, il va définir un temps d'attente, un temps de blocage pour cette capacité pour qu'il soit suffisamment chargé. Chaque soc il va convertir en entrée, et chaque soc il peut être trigué par un signal suivant ce qu'on veut, quoi. Et après, parce que en fait, il y a 16 entrées analogiques, il y a 16 registres de résultats, et c'est ce que vous voyez ici, de 0 jusqu'à 15, c'est-à-dire 16 registres. Chaque soc, il va stocker le résultat dans ce registre-là, et après, c'est l'utilisateur du code qui va venir chercher cette valeur-là pour faire ses calculs. Donc en ce qui concerne ces blocs-là, sur le post-processing block, je ne vais pas l'aborder pour l'instant parce que c'est un truc qui n'est pas vraiment nécessaire pour la mise en route des ADC. Mais peut-être que ça va venir dans les prochaines tutos. Je vais l'intégrer dans une application. Je ne sais pas encore comment je vais faire avec. Mais bon, je vais les laisser pour l'instant. On va passer aux interrupt blocks. C'est quoi en fait le but de ces interrupt blocks? Il y en a 4. Et en fait, on peut configurer des interruptions quand la fin de la conversion de l'ADC soit atteinte. Donc, quand le convertisseur va finir sa conversion, il va nous envoyer une interruption qu'on va autoriser ou pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé, c'est un événement au début, et après on peut se bâtir sur cet événement-là pour produire une interruption. Mais l'essentiel, c'est que quand il va finir la conversion, le convertisseur, il va nous envoyer une interruption pour nous dire que voilà, ça y est, j'ai fini la conversion, vous pouvez aller chercher l'information dans le registre de résultats. Et ici, comme vous voyez, il y a 15 end of conversion comme start of conversion, et chaque end of conversion il a ses interruptions, il a 4 interruptions en fait, et ces interruptions là elles sont utilisées pour d'autres raisons. Donc c'est pas trop important si vous comprenez pas tout pour l'instant, mais dans la deuxième partie de la configuration et de la mise en service de l'ADC, je vais mettre plus en lumière, plus en détail ces trucs-là. Je vais bien commenter le code pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc, je vais essayer de prendre les trucs les plus essentiels dans le datasheet, parce que si je commence à expliquer tout, je vais pas finir. Le document il est tellement lourd, et je vous invite, si vous avez des problèmes ou vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, de me laisser un commentaire ou me contacter, il n'y a pas de souci. Si j'ai l'information, je vais vous la communiquer, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, comme vous voyez, comme je vous ai dit, il y a deux manières pour configurer l'ADC. Il y a une première façon qui est la Single-Ended Input Model, c'est-à-dire que ici c'est la plage d'adressage, enfin c'est pas la plage d'adressage, la plage de conversion sera entre 0 et 4095, et pour le différentiel ici, c'est-à-dire la tension à l'entrée de l'ADC, il va être une différence de potentiel. La plage de conversion sera de 0 jusqu'à 65535. Voilà. Bien évidemment, le mode différentiel, on n'a pas beaucoup de pins parce que chaque entrée il va nous bouffer 2 entrées analogiques. C'est ce que ce tableau essaye de nous expliquer.
Dans le input mode single-handed, donc on a 16 entrées, mais dans le différentiel, on va prendre c'est l'entrée 0 et l'entrée 1 pour un seul signal différentiel, si on veut dire. Donc c'est ça la différence entre 16 bits et 12 bits. 12 bits c'est single-handed, 16 bits c'est différentiel. Donc dans cette figure, je vais prendre un cas d'exemple qui va nous essayer de nous expliquer plus d'une manière explicite et de savoir, c'est-à-dire l'essentiel de l'essentiel quoi. J'ai deux signaux numériques qui sont, le premier il est attaché au socle 0, start of conversion 0, point channel, un channel que je vais choisir par après, et le deuxième signal. Vous voyez ici que ce sont des signaux analogiques qu'on va échantillonner. Donc vous voyez dans le deuxième ligne, c'est le ADC/S+H, c'est-à-dire le simple, c'est le temps de l'échantillonneur bloqueur, c'est le temps de le chargement de la capacité que je vous ai montré dans la première figure de ce datasheet là. Il faut que notre capacité à l'entrée de l'ADC soit suffisamment chargée pour avoir un potentiel bien stable pour que la conversion soit correcte. Donc, se disant que je vais par exemple échantillonner ce point-là. Donc, je vais attendre ce temps-là. Donc ici, vous voyez que la clock de l'ADC et la clock de CPU, ils sont pas les mêmes. Ils sont pas les mêmes, bien évidemment, parce que en fait, le clock de CPU, il tourne très vite, très vite. Il tourne à 200 MHz. Alors que l'ADC, enfin, on va pas dire que l'ADC elle peut pas suivre, mais on peut diviser la clock de CPU pour que l'ADC, par exemple, si je prends la clock de CPU, je l'ai divisé par 4, bah, mon ADC elle sera trigué avec, enfin, elle sera cadencée avec une clock de 50 MHz, et ça c'est largement suffisant pour l'ADC. C'est pas comme le CPU. Le CPU il a besoin de faire plusieurs calculs, alors que l'ADC il fait que l'échantillonnage, donc je n'ai pas besoin de le faire tourner à cette vitesse là. Donc comme vous voyez ici, ça c'est la clock, le signal d'horloge de CPU, du DSP, et là on a divisé cette clock là et on a obtenu une clock de l'ADC, et en fait à ce moment-là, donc j'ai laissé la capacité se charger avec ce temps-là de SOC 1. Après, j'ai commencé la conversion, et donc la conversion, il est fini ici. Donc la conversion, il est fini ici, et ce petit temps-là, c'est le temps que le DSP il va prendre pour mettre les résultats dans les registres de résultats. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai la donnée simple plus n que j'ai échantillonné ici, qu'il est prête. Donc on voit bien qu'il y a un temps de chargement, un temps de chargement de la capacité, un temps de conversion et un temps de latence qui va consister à prendre les données et les mettre dans le mode. À partir de ce moment-là, c'est là où je peux exploiter cet échantillon-là. Bien entendu, si je mesure quelque chose, je prends quelque chose avant, ben, je ne suis pas sûr que je prends la bonne valeur, et il faut m'assurer que j'ai pris la bonne valeur. Alors pour prendre la bonne valeur, c'est là où ça va jouer le rôle des interruptions. Donc je vous ai dit avant que lorsque l'ADC va finir son travail, il va nous trigger un événement. Donc, et cet événement-là, c'est cet événement-là qu'on va attendre pour s'assurer que la conversion a été faite et que j'ai récupéré le bon échantillon. Et c'est la même chose ici, donc je simple n plus n, donc vous voyez que le simple n ici, il est ici, et après un certain moment, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris ce échantillon-là. Et à partir de ce moment-là que cet échantillon-là, il est correct, on va dire. Donc je pense que ce tutoriel qui porte sur l'explication et sur la partie théorique, il est un peu assez lent. Je vous donne rendez-vous à la deuxième partie qui va consister aux travaux pratiques. C'est-à-dire que je vais utiliser le tutoriel d'avant, le tutoriel que j'ai fait pour le timer 0, pour l'utiliser et construire, encore enrichir le code et avancer. Donc je vais prendre ce code-là et je vais ajouter toute la configuration des ADC et je vais mettre des commentaires pour que ce soit plus explicite. Bien sûr que je vais faire une vidéo par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous pensez que cette vidéo pourra être utile pour quelqu'un, n'hésitez pas de la partager. Si vous avez des conseils pour moi, des suggestions, des avis, des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je serai heureux et content d'y répondre.
Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Au revoir.